chers frères, chères sœurs, chers camarades, il me sera difficile de prendre la parole aujourd'hui si je ne m'arrête pas pour marquer un instant de reconnaissance en hommage à tous les héros, tous les martyrs de notre combat. Je demande un moment de recueillement à la mémoire de Soro Cognon Noël, étudiant assassiné en plein jour le 7 juillet 2018 à Korogo par des jeunes connus comme militants du RJR. Recueillement également à la mémoire de Nguessan Kofi Toussaint, mort par décapitation le 9 novembre 2020 à Daoukro. Je pense également à Ekra Morel, tué par balle le 19 octobre 2020 à Bonois. Je pense à Kadjo Kadimaso Junior, abattu le 1er novembre 2020 à Gaumont. Je pense à Esmel Dominique, tué le 9 novembre 2020 à Dabou. Je pense à Kwasi Yaojan, tué le 9 novembre 2020 à Daoukro, pardon. Je pense à Nguessan Bepoin Auguste, tué par balle le 10 novembre 2020 à Mbato. Je pense à Koulibaly Ibrahim, tué le 11 novembre 2020 à Daoukro. Ces personnes dont je viens de citer les noms font partie des 85 morts et 484 blessés victimes du 3e mandat d'Alassane Ouattara, selon les chiffres officiels lus par l'ancien ministre de la Communication, Sidi Touré. J'ai également compassion, respect et affection pour tous nos camarades encore emprisonnés. J'invoque ici la reconnaissance pour Kone Kamaraté Suleiman Dissoul Toussoul, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Kassi Kwame Jean-Baptiste, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Kone Arjuma Herman, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Kamagaté Adama, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Siloué Negarjomo Emmanuel, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Bamba Suleiman, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Dosso Seydou, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Traoré Lamine, condamné à 20 ans. Reconnaissance à Fofana Kouakou Konan, condamné à 20 ans. GPS est l'organisation politique qui a payé le prix le plus lourd de la répression ouattarienne. Plusieurs dizaines de nos camarades ont été jetés dans les cachots du régime d'Alassane Ouattara. Je vais vous citer quelques-uns en commençant par les femmes. Je pense ici à Madame Bonifon Anne-Marie, Guéhi Sonebon Henriette, Kone Naminata Adit Amidiaga, Kouigninon Irène Pan, épouse Todé, Yeo Ange-Marie, arrêtée alors qu'elle était enceinte, Ayoub Zeynab. Et je vais citer maintenant les hommes qui ont tous connu la rigueur et la douleur des prisons de Côte d'Ivoire. Je pense à Lobognon Anima Alain Michel, Soro Kanigi Mamadou, Kamara Loukman, Yao Soumaïla, Kando Soumaoro, Kone Tefou, Kardiola Suleiman, Sekongo Félicien, Ouattara Marc, Soro Yedjousigé Simon, Soro Porlo Rigobert, Djibo Mamadou, Traoré Babou, Dr Touré Aboubakar, Kone Dahafolo, Ndrin Nyamien Eloge Stéphane, Kone Draman, Binate Gaussou,
Doumbia Youssouf Di Kader, président de EG 72. Kone Anon. Ouattara Kolocholoma Adama. Soro Draman. Keita Mamadou. Fofana Ibrahim. Djebkle Moussa. Kone Djakaridja. Kwame Guy Lasma. Ouattara Adama. Sanfo Issa. Lago Hugues Bernard. Miezan Quatrin dit DJ Volcano. Lat Ange. Traoré Metongbu. Miango Lasm Badja Albert. Pan Ge Fulbert. Sidibé Seydou. Koulibaly Abdraman. Touré Bafadibi. Kamara Massam Mohamed. Ils sont en prison. Ils ont fait la prison pour le triomphe du combat de Guillaume Kibafori Soro. Je m'en voudrais également d'abandonner à leur triste sort les 22 militants de GPS arrêtés et emprisonnés à Korogo alors qu'ils se battaient pour recueillir les signatures pour le parrainage de la candidature de Guillaume Kibafori Soro à la présidentielle d'octobre 2020. Ils sont 22. Dr Koulibaly Zoumana, M. Thio Kolocholoma, Kone Seydou, Yeo Kolocholema, Soro Brahima, Soro Bambele Guillaume, Soro Ketana, Koulibaly Nambele Serege Razak, Koulibaly Djakaridja, Kone Mefongbo Bienvenue, Kone Tenilo Roger, Soro Bema, Yeo Kolocholoma, Kone Zahalo Roger, Soro Chanfungon, Yeo Tiorna, Koulibaly Drissa, Siloué Donafologo, Siloué Ali Nyemichon, Siloué Seriba, Yeo Wambige et Yeo Nenji. Nous ne pouvons pas mener un combat sans nous retourner pour regarder ceux qui, au moment où nous nous battions, ont pris les coups les plus durs. C'est notre devoir d'être reconnaissants envers ceux qui se sont battus avec nous, à nos côtés, et qui sont tombés. Il y a parmi nous d'autres qui sont en exil actuellement. Je voudrais citer Soro Kibafori Guillaume, Maître Afouchata Bamba Lamine, M. Fofana Isiaka, M. Touré Moussa, M. Sessoukou Mohamed Di Bensouk, M. Zébré Suleiman, M. Konaté Zié, M. Odonou Marc-Antoine, M. Kwame Hussein, Mme Touré Fatoumata Madia, le commandant Fofana Abdoulaye, Sissé Mori, Ouattara Badrissa, Traoré Salif dit tracteur et bien d'autres civils que je ne voudrais pas ici pour ne pas mettre leur vie en danger. Il y a également ceux d'entre nous qui ont été limogés de leur travail de fonctionnaire en raison de leur engagement sororiste. Je pense précisément à notre camarade Kouan Clément, délégué GPS de la région du Guémont, cadre à la Direction générale des impôts, limogé en février dernier pour avoir affirmé son attachement à Guillaume Soro lors d'une interview dans un journal. Avant d'arriver au pouvoir, le RDR a comptabilisé 73 de ses militants qui avaient été emprisonnés. Nous, à GPS, nous en sommes déjà à 76. On nous a parlé d'une dissolution. Je dirais d'une prétendue dissolution. Peut-on dissoudre GPS? Peut-on dissoudre une organisation politique telle que GPS? Peut-on dissoudre une personne morale telle que GPS? Le mercredi 23 juin 2021, le juge Bini Kouakou Maison Charles, en rendant son verdict dans le procès des Prosoro, a distribué des condamnations à perpétuité et à 20 ans. Il a également prononcé la dissolution des Générations et Peuples Solidaires. Cela m'a fait sourire. D'abord, et sachez-le, la prétendue dissolution n'est effective que dans l'esprit de ceux qui l'ont prononcée. GPS n'est pas dissous et GPS ne peut être dissous par un juge. Le droit ivoirien et la constitution de la Côte d'Ivoire interdisent la dissolution de GPS.
L'article 712 du Code de procédure pénale est clair là-dessus. Une décision pénale n'est exécutoire que si elle devient définitive, et elle ne devient définitive que lorsque toutes les voies de recours ont été exercées ou leurs délais qui commencent à courir à partir de la période de notification sont épuisés. Or, nous avons introduit un recours contre cette décision. Nous irons en appel. S'il le faut, nous irons en cassation. Et tant que cette décision de dissolution n'aura pas acquis l'autorité de la chose jugée, elle est réputée nulle et de nul effet et n'avoir jamais existé. Et dans tous les cas, cette dissolution prononcée par un juge est absolument illégale. La dissolution d'une personne morale comme GPS ne fait pas partie de la nomenclature des peines et mesures de sûreté prévues par la loi. Le Code pénal en son titre 3 et le Code de procédure pénale en son livre 2, notez-le, contient les peines et mesures de sûreté et organise la manière dont elles sont exécutées. Pour ce qui concerne les organisations et les personnes morales comme GPS, que dit la loi? L'article 196 du nouveau Code pénal dit, et je vais citer, « Les personnes morales comme GPS, à l'exclusion de l'État et de ses démembrements, sont pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est retenue, seule la peine d'amende est prononcée. » Je répète, quand une personne morale est reconnue coupable, la seule sanction que le juge peut prononcer contre cette personne morale, c'est une sanction pécuniaire. Il n'est pas prévu de dissolution dans notre code pénal. Donc, on ne peut pas appliquer une peine qui n'existe pas. Je vous cite un exemple. On ne peut pas condamner un voleur à la flagellation publique parce que la flagellation publique n'existe pas dans notre code pénal. Un juge ne peut pas dire, non, le type là, ce qu'il a volé, ça me fait trop mal, mais c'est ma mère qui l'a volé, je ne peux pas le laisser, il faut qu'on le fouette sur la place publique. Il ne peut pas, parce que la flagellation publique n'existe pas. Au même titre, la dissolution d'une personne morale comme GPS n'existe pas et ne peut donc être prononcée. Donc, quand un juge prononce la dissolution de GPS, il fait une violation grave de la Constitution. Parce que la Constitution parle de la légalité des peines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sanctionner quelqu'un si une peine n'est pas prévue par la loi. Pourquoi le législateur ivoirien a pris cette décision? C'est pour encadrer l'action des juges et éviter l'arbitraire. Pour les mêmes délits, on ne peut pas condamner quelqu'un à 1 mois de prison et condamner quelqu'un d'autre à 5 ans de prison. C'est le principe de la légalité des peines. Or, comme vous avez tous pu le constater, dans le procès des terroristes qui s'est déroulé à Abidjan, certains ont été condamnés à 8 mois, d'autres à 17 mois, d'autres à 20 ans, un autre à perpétuité. Pourtant, on les a pris le même jour, dans le même lieu, dans les mêmes circonstances. Ils ont été poursuivis pour les mêmes faits, détenus dans les mêmes conditions. Mais le juge a distribué les peines à la tête du client. Le troisième point que je voudrais souligner, la dissolution donc qui a été prononcée, vous vous en êtes rendu compte maintenant, n'est pas un fait juridique, c'est un fait politique. C'est la première fois dans l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire, depuis le retour au multipartisme dans notre pays en 1990, qu'une organisation politique est dissoute par le régime. C'est la première fois. Ni Oufo Boigny, ni Henri Konan-Bédié, ni Guy Robert, ni Laurent Gbagbo n'ont dissous de parti ou d'organisation politique. Aucun d'entre eux n'a même tenté de le faire. Seul Alassane Ouattara l'a fait. C'est un acte grave. C'est un acte très grave.
Même aux États-Unis, lui, qui a été fonctionnaire international aux États-Unis, qui a fait une partie de ses études aux États-Unis, qui a travaillé, qui a vécu aux États-Unis, même aux États-Unis, le Parti communiste, qui était le parti le plus dangereux, le parti le plus combattu, le parti qui a fait l'objet du macartisme, de la chasse aux sorcières, même aux États-Unis, on n'a pas prononcé la dissolution du Parti communiste. Le Parti communiste des États-Unis vit depuis 1919 et continue de travailler jusqu'à aujourd'hui. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'un régime, parce qu'il n'aime pas la tête des animateurs d'un parti, prononce sa dissolution en violation de la Constitution. Et donc, en ce faisant, on bascule carrément dans le faux en écriture publique. C'est un faux. Mais vous ne serez point étonné d'avoir encore une autre manifestation de faux quand on sait que cet art suit le régime d'Alassane Ouattara depuis son entrée en politique. La condamnation, donc la dissolution des GPS, vise un double objectif. D'abord, priver Guillaume Kibafori Soro d'un outil politique sur lequel il peut s'appuyer pour continuer à exister politiquement et à peser sur le jeu politique ivoirien. Le deuxième objectif poursuivi par cette dissolution, c'est d'instiller la peur dans le cœur des militants et sympathisants des GPS, les démotiver et, in fine, provoquer leur retour au RHDP, décourager nos alliés, dissuader tous ceux qui voulaient entrer en alliance avec nous. Ceci étant dit, j'interpelle les préfets et tous les dépositaires de l'autorité publique sur leur territoire. Interdire les activités des GPS sur le terrain sur la base du verdict prononcé en première instance est illégal. Et se rendre coupable d'application d'une décision illégale, c'est engager sa responsabilité personnelle. Qu'ils sachent que partout où ils empêcheront les militants de GPS de travailler et de s'implanter, ils engageront leurs responsabilités. Maintenant que la justice ivoirienne a prononcé la dissolution de GPS, qu'allons-nous faire? Maintenant qu'ils ont agi, quelle est la réponse de notre part? Est-ce la peur? Est-ce l'attentisme? Le découragement? Ou bien la résistance? Il n'y a pas d'autre voie que la résistance, chers camarades. Je le dis et je le répète, il n'y a pas d'autre voie que la résistance. Dis-le de couper le son. Les militants de GPS que nous sommes, nous devons comprendre que notre formation politique est peut-être dans une phase difficile, mais il ne s'agit que d'une étape. Donc, dont notre endurance, notre persévérance et notre conviction feront que ce sera une étape sur le chemin de notre victoire. Souvenons-nous, c'est en s'inscrivant résolument dans la voie de la résistance à l'oppression et à l'injustice que le syndicat agricole africain est devenu le PDCI-RDA, a conquis le pouvoir d'État et a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 40 ans. C'est en résistant que le FPI, Front Populaire Ivoirien, né dans une palmeraie de Dabou en 1988, a conquis le pouvoir d'État en 2000 et l'a exercé pendant 10 ans. C'est en s'inscrivant dans la résistance que le RDR, né en 1994, a conquis le pouvoir d'État et l'exerce depuis 11 ans maintenant. C'est par la résistance que l'ANC, qualifiée autrefois d'organisation terroriste et dissoute en 1964, a fini par conquérir le pouvoir en 1994 et l'exerce depuis cette date jusqu'à ce jour. Vous devez donc être des résistants. Quand on décide d'être soroïste, on opte pour la résistance. Je sais,
Le choix de la résistance est un pari audacieux. Au début, il y aura des tâtonnements, il y aura des erreurs, des conflits de leadership, des difficultés à s'unir, des difficultés à créer une unité de pensée et une unité d'action. Mais c'est là que votre responsabilité est engagée. S'unir au-delà de vos différences, s'unir pour le combat, s'unir pour la victoire est de votre responsabilité. Il ne faut pas se mettre dans une attitude défaitiste ou attentiste. L'attentisme, c'est le péché de l'inaction. Elle sape la vigueur de l'âme. Dans l'histoire des luttes humaines ou politiques, il y a toujours eu des moments de faiblesse, des moments de défection. Il y a même eu des trahisons. Vous voulez des exemples? Je vais vous en donner. Je commencerai par les hommes, les plus grands hommes de cette humanité. Quand Moïse conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise, n'a-t-il pas été victime de la trahison de Corée, de Dathan, d'Abiram, qui ont entraîné avec eux dans leur trahison 250 personnalités éminentes de la société israélite qui ont combattu Moïse, qui l'ont affronté. Mais cette trahison a-t-elle empêché Moïse de conduire son peuple vers la terre promise? La trahison d'Abdallah ibn Obey et de ceux que le Coran appelle les munafikoun, c'est-à-dire les hypocrites, cette trahison-là a-t-elle empêché le prophète Mohammed de bâtir la nation islamique, une nation qui dure depuis plus de 1400 ans? Judas Iscariote, qui a trahi Jésus, qui se trouvait au jardin de Gethsémani, en le livrant au grand prêtre de Jérusalem contre 30 pièces d'argent, les fameux deniers de Judas. Cette trahison a-t-elle empêché le christianisme de s'élever aujourd'hui au rang de religion mondiale? Je viens encore plus près. Alassane Ouattara lui-même, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, lui-même n'a-t-il pas été abandonné, trahi avant d'accéder au pouvoir? Mais souvenons-nous, l'histoire est fraîche. Souvenons-nous, Jacqueline Lowes Obol. En 1998, Jacqueline Lowes Obol a claqué publiquement la porte du RDR. Quel était le motif qu'elle a invoqué? Elle avait déclaré lors d'une conférence de presse qu'Alassane Ouattara a été incapable d'apporter la preuve irréfutable de sa nationalité ivoirienne et qu'elle, en tant que juriste, elle ne pouvait pas se rendre complice d'une imposture. Elle avait donc démissionné du RDR, démissionné de son mandat de député. Mais que s'est-il passé? On l'a retrouvée des années plus tard, ministre dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Souvenez-vous, il y avait la République du Golfe et la République du Bunker. Elle était ministre de la Justice de la République du Bunker. Aujourd'hui, Jacqueline Lowes Obol est membre du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui a estimé qu'Alassane Ouattara est ivoirien de père et de mère et est même éligible à un 3e mandat. Trahison et revers. Je vous parlerai de Zemogo Fofana. Souvenez-vous, au RDR, les cadres dirigeants avaient estimé un moment, au vu de la polémique qui enflait, ils avaient donc estimé qu'Alassane Ouattara avait trop de problèmes quant à sa nationalité et qu'il fallait le remplacer par un Ivoirien pur jus, un Ivoirien sur lequel l'on ne pouvait avoir le moindre doute. Ils ont réfléchi. Ils ont d'abord évoqué le nom de Mme Rose Henriette Dagri-Diabaté. Mais ils ont estimé que les femmes originaires du Sud, chrétiennes, et que le Nord ne voterait pas pour une femme sudiste. Ils ont alors avancé le nom de Zemogo Fofana, dont selon eux, l'ivoirité ne souffrait d'aucun doute. Il avait quand même été député pendant plus de 20 ans, président de l'Association des cadres du Nord pendant combien d'années? Ils ont estimé que Zemogo Fofana était le candidat parfait pour porter les voix du RDA à la présidentielle. Et Zemogo Fofana lui-même s'était mis dans cette posture de candidat.
mais cela lui a valu de subir le courroux des Ouattaristes au sein du RDR. Il a été éjecté des arcanes du parti, il s'est retrouvé esselé et en 2007, il a créé son propre parti, l'ANCI, Alliance Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, avec Diomandé Bouraïma, qui est aujourd'hui un gourou du RHDP, je crois, dans le Gaumont ou le Kabali, Jean-Jacques Béchio, Ali Keïta, Kwame Ouakwame, avant de venir plus tard à lieu les RHDP, quand Alassane Ouattara a gagné les élections. Je vais vous citer un dernier exemple. Adama Bictogo. Voici un cas typique de trahison multicarte. Quand je vous dis ce nom, vous-même vous souriez. Adama Bictogo est le cas typique de trahison multicarte. Membre de la direction du RDR sous Jenny Kobina, qui s'en est vite séparé parce que tous les jours on venait le voir pour des problèmes d'argent, pour des problèmes de son conseiller qui aurait eu maille à partir avec un tel ou tel pour des problèmes d'argent. Jenny Kobina s'en est vite séparé. On l'a retrouvé au lendemain du coup d'État, conseiller spécial du chef de la junte. À ses amis du RDR qui étaient étonnés de le voir de l'autre côté, il a prétendu être en mission d'espionnage auprès du général Guèye. Vous vous souvenez tous? Il dit qu'Adama Bictogo, non, il est chez Guèye pour espionner. Mais que s'est-il passé? On a trouvé Adama Bictogo en train de faire des tournées dans le pays pour sensibiliser et préparer les populations à la candidature future du général Guèye. Il y eut l'élection. Alassane Ouattara fut écarté. Gbagbo a gagné. Guèye a échoué. Le destin politique d'Alassane Ouattara semblait compromis. C'est en ce moment que Adama Bictogo s'est levé pour, dit-il, créer un courant au sein du RDR. L'objectif de ce courant, c'était de prendre le contrôle du RDR, en éjecter les ouattaristes et prendre la tête. Il convoqua donc une conférence de presse à l'hôtel Tiama. Mais son initiative a échoué quand Kandia Camara a débarqué avec un groupe de femmes pour mélanger la salle et mettre fin à cette initiative. Aujourd'hui, Adama Bictogo est le numéro 2 du RHDP après Alassane Ouattara et le numéro 3 du pays après Alassane Ouattara et Téné Birahima Ouattara. Tous ces hommes ont été trahis, mais cela n'a nullement empêché la réalisation de leur destin. Souvent, je dirais même très souvent, la trahison intervient comme catalyseur de la volonté divine. On appelle cela les trahisons utiles. Acceptons donc, chers amis, chers camarades, chers frères, chères sœurs, acceptons donc les trahisons, les déloyautés, les accusations calomnieuses, les fuites en rase campagne comme les prémices de la réalisation de la promesse divine qui nous est faite. Je vous le promets, nous gouvernerons ce pays pour le bonheur de ses habitants. Et pour gouverner la Côte d'Ivoire, l'attentisme n'est pas une option. L'attentisme, c'est une attitude de reddition. C'est une attitude de refuge contre l'action. C'est une attitude de repli, de peur, voire de lâcheté. Certains masquent leur peur de l'action, en faisant passer cette peur-là pour de la sagesse, pour de l'intelligence, pour de la stratégie. Ils vous diront, non les gars, allons doucement, vous savez, il faut être tactique dans toute chose, il ne faut pas se précipiter, il faut analyser, il faut aller. Cela s'appelle d'un mot, la peur. Et pour bien illustrer cela, je vais vous citer un peu longuement Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, qui fut une fervente combattante contre la dictature de la junte birmane. À la tribune de l'ONU, elle a prononcé ces mots qui sont restés gravés dans la mémoire collective. Elle a dit, et je cite, « Dans sa forme la plus insidieuse, la peur prend le masque du bon sens.
voire de la sagesse, en condamnant comme insensé, imprudent, inefficace ou inutile les petits gestes quotidiens de courage qui aident à préserver le respect de soi et dignité humaine. Un peuple assujetti à une loi de fer et conditionné par la crainte a bien du mal à se débarrasser des souillures débilitantes de la peur. Mais aucune machinerie d'État, fût-elle la plus écrasante, ne peut empêcher le courage de ressurgir encore et toujours, car la peur n'est pas l'état naturel de l'homme civilisé. Fin de citation. Nous devons donc être des résistants. L'efficacité de la résistance est conditionnée par la coordination des luttes. Les luttes internes en Côte d'Ivoire et les luttes extérieures comme celle de France. Il faut impérativement établir, constituer, bâtir, ériger une coordination internationale de lutte. Il faut, dans le cadre de cette coordination internationale de lutte, établir des contacts entre tous les résistants de France, d'Italie, de Grande-Bretagne, d'Écosse, d'Espagne, des États-Unis, du Canada, du Maroc, du Ghana, de Tunisie, du Togo, du Bénin, du Sénégal, du Mali, du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire. Il faut se connaître, il faut se fréquenter, il faut échanger, il faut discuter ensemble, stratégier ensemble, agir ensemble. Nous ne gagnerons jamais cette bataille si nous nous battons, chacun dans son coin, chacun dans son maquis, chacun dans sa cellule. La lutte doit être collective. Les rivalités personnelles et les divisions politiques nous empêcheront, vous empêcheront de former un groupe extrêmement soudé. Je le dis pour qu'on s'entende. Il n'est pas question de hiérarchie, de verticalité. Nous, à GPS, la seule verticalité que nous reconnaissons, c'est celle du président du mouvement, Guillaume Kibafori Soro. Je vous parle ici d'horizontalité. Ce mode de gestion accepté par tous s'accompagne d'une parfaite égalité devant le risque et devant le partage des responsabilités en cas d'échec. Il ne faudra pas un chef qu'on appelle leader, le gourou ou le sultan ou le vizir ou le führer ou le timonier ou le commandantore ou le duce. Il ne faudra pas que ce gourou soit seul responsable du succès ou de l'échec. Il faut que le succès soit collectif ou que l'échec soit collectif. Parce qu'en général, quand on met en avant un leader, il y a une tendance souvent à travailler contre le leader. Mais quand on agit collectif, quand on réfléchit collectif, on a beaucoup de chances de gagner ensemble. Dans le cadre donc de la coordination internationale de lutte que je recommande et que je préconise, il faut engager le combat politique dans tous ses aspects multidimensionnels. Le combat qui s'offre à nous aujourd'hui est un combat qui doit être mené sur le front médiatique. C'est un combat qui doit être mené sur le front diplomatique. C'est un combat qui doit employer les armes du lobbying, des mobilisations de masse, de la jonction avec les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Il faut continuer l'occupation massive des espaces d'expression démocratique que sont les réseaux sociaux. Mais je dirais plus, il faut aller maintenant au-delà des directs Facebook qui sont un succès indéniable. Il faut, et je vous le recommande, vous les communicateurs, il faut maintenant passer à l'étape de la réalisation des clips. Il faut confectionner des films courts de contre-propagande.
Il faut éditer des flyers, des livres de dénonciation. Il faut organiser des rencontres avec des experts. Il faut organiser des conférences comme celle-ci pour former, mobiliser, sensibiliser. Il faut rencontrer des parlementaires européens, américains, occidentaux. Il faut écrire à tous les membres des chambres du Parlement français, aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat. Il faut écrire aux membres du Congrès américain. Il faut dresser, et ça, j'insiste là-dessus, parce que c'est un outil efficace de lutte politique. Il faut dresser la liste des prédateurs des libertés et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Qu'ils soient juges, procureurs, militaires, policiers, gendarmes, politiciens ou agitateurs de rue, leurs noms, prénoms et photos doivent être connus et édités. Il faut constituer une blacklist de tous ces prédateurs de la liberté. Et cette blacklist doit être remise aux organisations internationales. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut transporter le combat jusque dans leur camp. Transporter le combat dans leur camp, qu'est-ce que je dis? Je dis ainsi qu'il faut saisir les juridictions européennes et internationales contre tous les officiels ivoiriens impliqués dans la répression. Chacun d'entre nous a un parent, un ami, une connaissance qui a été victime de la répression. Il y a quand même eu 85 morts et près de 500 blessés, rien que pour le 3e mandat. Cela ne saurait être passé sous silence. Il faut porter plainte dès maintenant. Nous sommes dans des pays démocratiques. Il faut porter plainte. Et si cette action est bien menée, bien conseillée, vous obtiendrez des mandats d'arrêt, des mandats d'amener, des commissions rogatoires internationales qui vont instiller la peur. Quand ils auront peur, demain, quand on demandera à quelqu'un d'aller assassiner un citoyen ou d'aller macheter un citoyen parce qu'il marche, ils vont réfléchir à 2 fois. Parce qu'un mandat d'arrêt international, quel que soit le temps que vous passez, il sera exécuté. Parce qu'une commission rogatoire internationale, quel que soit le temps que vous passez, vous êtes condamné à mourir dans votre pays. Tous ces gens qui sont aujourd'hui au devant de la répression, ils aiment venir passer leurs vacances en France. Ils ont leurs enfants ici. Ils ont leurs copines. Ils ont leurs maîtresses. Ils ont leurs femmes. Ils aiment venir ici. Eh bien, il faut que ce territoire démocratique leur soit interdit. Chaque fois qu'ils viendront ici, ils doivent nous trouver en face, avec des pancartes, avec des policiers, avec des policiers, avec même des procureurs, pour tenter de les arrêter, pour tenter d'exécuter des décisions de justice. Vous savez, ces gens se comportent en héros parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ils se comportent en braves parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Ils se croient impuissants, tout puissants. Ils se croient intouchables et tout puissants parce qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Mais ils sauront que la terre ne s'arrête pas au cas de la terre ivoirienne. À la direction des GPS, je dis ceci. Il faut accélérer le processus de fusion. Il faut accélérer le processus de fusion. Cette fusion permettra de contrer sur le terrain toutes les décisions illégales qu'on tente de faire appliquer contre nous. Plus on est réunis, plus on devient fort et plus on pèse dans le débat politique. Le pouvoir d'Abidjan ne peut nous dicter ses volontés s'il sait qu'en face, il existe une machine de pouvoir forte, structurée, déterminée et animée par des gens convaincus. La fusion est une nécessité historique, chers amis, chers camarades. La fusion est une nécessité historique parce que tous les partis qui ont gouverné la Côte d'Ivoire sont le résultat de fusions historiques. Que ce soit le PDC, que ce soit le FPI,
que ce soit le RHDP, ils sont tous issus de fusion. Je ne ferai pas l'historique des fusions, mais j'ai de très bonnes notes là-dessus. Je pourrais évidemment vous en parler si dans le cadre des questions, vous me posez la question. Chers amis, mener le combat, chers amis, merci. Mener le combat contre la dissolution n'est pas le premier combat de Guillaume Soro. Vous ferez votre part, il fera sa part. Il a déjà connu des situations de dissolution qu'il a réglées avec une efficacité à nulle autre pareille. Je vous en cite un exemple. Le 21 juin 1991, la FECI est déclarée dissoute par Alassane Ouattara. À l'époque, il s'appelait Alassane Dramane Ouattara. Son secrétaire général d'alors, Martial Aipo, a été arrêté et jeté en prison. Cette décision a précipité la FECI dans la clandestinité, mais elle a eu pour avantage de la guérir davantage. Après 2 intérimaires, Guillaume Soro est élu secrétaire général de la FECI en 1995. C'est donc un syndicat dissous et interdit que Guillaume Soro reçoit des mains de Blé Guiraou. Apprenant cela, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Marcel Dibonnan Koné, a lancé un avis de recherche contre Guillaume Soro qui a sonné comme un défi. Je vais vous rappeler les propos du ministre de l'Intérieur Dibonnan Koné de l'époque. Il a dit, et je cite, « Dites à Soro, vous qui savez où il se trouve, dites-lui que la police est à sa recherche. Si je le vois, il ira en prison. La FECI est dissoute et elle ne peut décréter une grève. Les étudiants qui veulent suivre l'ex-FECI nous trouveront sur leur chemin. Dites-leur que le combat cessera faute de combattants dans leur camp. » Fin de citation. En réponse donc à cet avis de recherche qui a été lancé contre lui, Guillaume Soro, qui se payait le luxe de sortir de sa cachette et de venir animer des meetings avant de replonger dans la clandestinité, a lui aussi fait la déclaration à Dibonnan. Il a dit, et je le cite, « J'ai appris que le ministre Dibonnan connaît mes recherches. Si vous le voyez, dites-lui que moi aussi je le recherche. » Par la lutte et la résistance, par l'organisation du combat, Guillaume Soro, élu secrétaire général de la FECI en 1995, obtiendra du pouvoir la reconnaissance et la réhabilitation officielle de la FECI en 1997. De dissoute, cette organisation a été réhabilitée et reçue en grande pompe par Henri Konan Bédié, président de la République. Guillaume Soro, quand il devenait secrétaire général de la FECI, un syndicat à l'époque clandestin et qui n'avait que 2 sections, quand en 1998, il faisait la passation des charges, la FECI avait plus de 56 sections, elle était implantée dans toute la Côte d'Ivoire, y compris dans les lycées. Celui qui a réussi cela avec la FECI, serait-il incapable de le réussir avec GPS? C'est un homme de combat, c'est un homme de stratégie. Il sait où il va, il sait où il nous emmène. Et le Guillaume Soro que moi je connais, qui ne devient excellent, qui ne devient magnifique, qui ne devient terrible que dans l'adversité, nos adversaires ont commis l'erreur de le mettre dos au mur. Guillaume Soro, dos au mur, c'est un lion blessé. Je ne prie pas que vous soyez ses adversaires à ce moment précis. J'en ai presque fini. Et je voudrais dire un mot sur l'exil temporaire auquel est soumis actuellement le président Guillaume Soro. Cet exil ne doit pas et ne peut pas inhiber l'action du mouvement Génération et Peuple solidaire.
Tous les grands hommes qui ont gouverné la Côte d'Ivoire ont connu la souffrance de l'exil. Souvenez-vous, Félix Houphouët-Boigny, après la création du syndicat agricole africain, il a été accusé de communisme dans un contexte international de guerre froide. Il fut menacé d'assassinat par les colons. Souvenez-vous, certains de ses compagnons, dont le sénateur Victor Biaka-Boda, furent assassinés et jusqu'à présent leur corps n'a jamais été retrouvé. C'est le même sort qui guettait Félix Houphouët-Boigny. Il a dû s'exiler dans la métropole. Et quand il est rentré victorieux, il a gouverné la Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort. Laurent Gbagbo, qui fut président de Côte d'Ivoire, il a connu l'exil en France de 1985 à 1988. Et même pendant son exil, il demanda le statut de réfugié politique, mais en raison des liens excellents entre la France et la Côte d'Ivoire, le statut de réfugié politique lui fut refusé. Laurent Gbagbo est rentré et il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Guy Robert, il connut l'exil intérieur à Kabakouma de 1996 à 1999. Quand il est rentré à Abidjan de Kabakouma, il a été chef de l'État pendant au moins 10 mois. Alassane Ouattara lui-même, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, a connu l'exil en France de fin 2002 à début 2006. Aujourd'hui, le nouvel exilé politique s'appelle Guillaume Kibafori Soro. À chaque fois qu'il est rentré d'exil, il est rentré triomphalement. Il est à nouveau en exil. Donc, selon vous, quelle est la suite de son avenir? Quelle est la suite de son avenir, selon vous? Président de la République de Côte d'Ivoire. Quel est son avenir, selon vous? Président de la République de Côte d'Ivoire. La lutte et la résistance sont la clé du succès. Je terminerai avec une citation que vous connaissez tous. Je dirais même que vous connaissez tous par cœur, parce que cette citation est une exhortation à la résistance. Je peux même la citer de mémoire. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave sera seul responsable de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Merci.